Découvrons maintenant ce qu'est la motivation au niveau des apprentissages. Cette partie relative à la motivation va évoluer en partant de ce qu'est la motivation au niveau de l'apprentissage. Que veut dire apprendre en se focalisant essentiellement sur un modèle qui décrit la motivation pour apprendre? Ensuite, on va se rendre compte que lorsque l'on est motivé, on se trouve dans une démarche assez individuelle, bien que le groupe puisse aider. Chacun a des démarches qui lui sont propres. C'est ce que l'on appelle l'individualisation. Mais l'individualisation n'est pas la seule manière d'apprendre. On apprend également grâce aux autres et nous traitons du conflit socio-cognitif relatif à l'apprentissage. Et à un moment donné, on peut vous aider à être motivé pour que ça puisse favoriser l'apprentissage. Mais à un certain moment, il faut pouvoir marcher tout seul, gagner en autonomie dans l'apprentissage et dans l'utilisation de ce que l'on a fait de cet apprentissage. Premier élément, celui qui apprend est quelqu'un qui est audacieux, qui a un besoin particulier et qui ose se confronter à la nouveauté. Lorsque vous vous rendez à une formation pour laquelle vous êtes déjà un expert, vous n'allez rien apprendre. Par contre, si l'on se dirige vers une formation pour laquelle on n'a pas nécessairement tous les acquis, on va d'une certaine manière se mettre en danger, parce que l'on sera confronté à de l'inconnu. Donc, pour apprendre, il faut prendre un risque, il faut oser se diriger vers l'inconnu et essayer de se l'approprier progressivement. Il y a donc une part très individuelle. C'est un besoin de chacun peut ressentir. Alors, comment cet apprentissage peut-il être stimulé? Comment l'enseignant peut-il stimuler cet apprentissage et donc faire apprendre? Passons au modèle de Vio. Celui-ci date un peu, mais reste toujours d'actualité par rapport à ce qui touche à la motivation au niveau scolaire. Nous pouvons, dans ce modèle, identifier trois parties: le contexte, les déterminants et les indicateurs. Le contexte correspond à ce qui influence sur tout le reste. C'est ce qui permet d'être ou non motivé. Lorsque le contexte est défavorable, la motivation sera inefficace. Il sera efficace à condition que le contexte soit positif. Un contexte positif est un contexte globalement comme celui dans lequel on peut se trouver dans nos pays. Il n'y a pas de risque de guerre, il n'y a pas de famine et chacun a un toit pour s'abriter. Dans les pays en guerre ou ceux qui subissent la famine, la préoccupation première des enfants n'est peut-être pas la motivation à apprendre. Ils ont d'abord d'autres besoins à assouvir. On appelle cela les besoins fondamentaux, que l'on retrouve à la base de la pyramide de Maslow. Ensuite, on retrouve les besoins d'apprentissage, d'évolution, de développement personnel. Le contexte va donc influer sur cette motivation. Alors, à notre échelle, il n'y a ni famine ni guerre. Il n'empêche qu'il est possible de rencontrer, lors d'une formation, quelqu'un qui a vécu dans les jours qui précèdent quelque chose de très compliqué pour lui, et qui va faire qu'il se trouve dans un contexte moins favorable pour la formation. Cette personne pourra être influencée par ce contexte et ne sera plus aussi motivée pour des raisons qu'on ne peut pas nécessairement percevoir, mais qui sont quand même bien réelles à son niveau. La motivation scolaire, appelée également motivation de l'apprentissage, est composée de deux grandes entités, les déterminants et les indicateurs. Les déterminants déterminent la motivation. Ils sont donc essentiels dans la motivation. Les indicateurs, eux, nous montrent qu'il y a une motivation. Les déterminants sont en fait des perceptions et ces perceptions sont bien sûr individuelles, personnelles. Les indicateurs, quant à eux, sont plus externes et ne sont pas déterminants. Les déterminants regroupent les perceptions des élèves. On y retrouve trois éléments sans hiérarchie entre eux. Tout d'abord, est-ce que j'attribue du sens, que j'attribue une valeur à la tâche? Alors, on attribue une valeur au cours ou à l'activité à réaliser en fonction de l'intérêt que l'on y trouve. Dans un programme de cours, l'étudiant n'attribue pas la même valeur à chaque discipline. Il n'identifie pas forcément un intérêt à chaque cours.
L'enseignant pourra justifier de l'intérêt d'un cours sans forcément pouvoir en convaincre l'étudiant. Ensuite, est-ce qu'on se sent compétent? Prenons un exemple. Un étudiant ayant des difficultés en mathématiques pourrait ne pas se sentir suffisamment compétent pour suivre un cours de statistique. En réalité, il ne faut pas nécessairement avoir un beau niveau en maths pour faire des stats. Mais il est important de rassurer l'étudiant sur son sentiment de compétence. Enfin, il y a la question de la contrôlabilité de la tâche. La contrôlabilité est le sentiment de contrôle de la tâche. Lorsque vous travaillez, vous êtes récompensé de votre travail. Si la récompense n'est pas attribuée en fonction du travail fourni, l'étudiant perdra cette motivation parce qu'il n'a pas le contrôle. Par exemple, lorsqu'un enseignant est de mauvaise humeur et que celle-ci influence les points attribués aux élèves, ceux-ci seront moins motivés à réaliser la tâche car ils n'auront pas le sentiment de contrôler pleinement les points qui leur seront attribués. Ces trois perceptions sont fondamentales pour être motivé et il est indispensable qu'elles soient présentes toutes les trois. Si l'une d'entre elles est absente, la motivation risque de s'effondrer. Les trois perceptions sont importantes, mais ensemble. La motivation est subjective, car elle est propre à chacun. On va ressentir ou non de façon positive ces différents éléments. Les indicateurs indiquent qu'il y a une motivation chez l'étudiant. Le premier type d'indicateur correspond aux choix effectués par l'étudiant. Plus ils ont justifié, au plus ce sont de bons choix. Lorsqu'on fait le choix, par exemple, d'une formation en psychologie et sciences de l'éducation, on n'y est pas forcé. C'est bien un choix. Parfois, ce choix peut être guidé par des raisons qui sont moins pertinentes. Par exemple, pour retrouver ses copains ou copines de classe. Le fait de faire un choix dépend de la raison pour laquelle on a fait ce choix. Faire un choix est une bonne chose, mais le faire de manière justifiée et pertinente par rapport à l'information est encore mieux. L'engagement cognitif est un autre indicateur. Il correspond à l'investissement de l'étudiant dans la tâche d'apprentissage. Les tâches sont-elles bien réalisées? Est-ce que l'on pose des questions? Est-ce que l'étudiant participe? Mais attention, la participation peut être trompeuse pour l'enseignant. En effet, la participation peut être visible, mais elle peut également être invisible. Certaines personnes peuvent, par exemple, être plus timides ou ne pas aimer prendre la parole en public, ou bien encore, préfèrent réfléchir pour eux-mêmes sans partager avec les autres. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne réfléchissent pas dans leur tête. L'engagement cognitif peut donc être très discret. La persévérance correspond au fait de ne pas s'arrêter face à une difficulté. On peut, par exemple, obtenir une note qui ne soit pas satisfaisante par rapport au seuil que l'on s'est fixé. On risque alors de se décourager. Il peut y avoir parfois une seconde chance. Il faut donc alors persévérer. Persévérer, c'est rebondir quand il y a un obstacle. C'est un indicateur de la motivation. Donc, le choix, la participation, la persévérance sont des signes de la motivation. La performance, elle, sera le résultat du choix, de la participation et de la persévérance de l'étudiant. Revenons au sentiment de compétence. Bandura a évoqué le sentiment d'auto-efficacité, qui est un synonyme de sentiment de compétence. C'est une perception qu'un individu peut poser sur sa propre capacité à réussir. Il faut rester attentif au fait que ce sont uniquement des perceptions qu'un individu peut avoir. Cela va bien sûr être un moteur fantastique de la motivation que de se sentir compétent. Plus le sentiment de compétence est important, plus la motivation sera importante, et inversement. Découvrons maintenant ensemble les trois types de motivation. Dans les différents types de motivation, on retrouve trois niveaux. Du côté de la flèche la plus basse, c'est la motivation la plus basse, la motivation. L'alpha privatif nous indique bien qu'il y a absence de motivation. De l'autre côté, en haut de la flèche, on retrouve la motivation que l'on appelle intrinsèque. C'est la motivation qui est propre à chaque individu,
qui permet à chacun de se motiver par lui-même. Sur une échelle de 0 à 100, il est très rare d'avoir 0 motivation. Il est également très rare d'avoir 100% de motivation intrinsèque tout le temps. Entre les deux, on retrouve la motivation extrinsèque. Cette motivation est due à des éléments extérieurs. L'enseignant peut stimuler l'apprentissage et il peut également, de l'extérieur, motiver les apprenants. Il est extrinsèque à l'individu. Lorsque l'on souhaite stimuler la motivation intrinsèque, on va mettre en place des activités de type défi. Car si l'on se fixe un défi à soi-même, il y a une forme de challenge qu'il faut essayer de résoudre. Quand on stimule la curiosité ou encore la créativité, ce sont des motivations qui sont plus du côté de l'intrinsèque. Avec le sentiment de contrôle, nous pouvons également augmenter la motivation intrinsèque en permettant aux gens de choisir. Plus on donne de contrôle, plus on donne la possibilité de préserver la motivation des individus. La motivation extrinsèque, quant à elle, dépend des éléments extérieurs. Par exemple, recevoir de l'argent lorsqu'on va augmenter son niveau de diplôme ou lorsque l'on récompense un enfant pour une réussite avec de l'argent ou des jouets. Ce sont des rétroactions, une forme de feedback sur le travail que l'on a fait. Si l'on ne reçoit aucun retour sur ce que l'on fait de l'extérieur, on risque d'être moins motivé. La sanction n'est pas une motivation extrinsèque. Par contre, éviter la sanction en est une. Par exemple, si l'on prive un enfant de quelque chose ou qu'il est puni lorsqu'il n'obtient pas de bonnes notes, il va essayer d'éviter la sanction. Il s'agit bien ici d'une forme de renforcement extrinsèque, car la sanction vient de l'extérieur. Ce que l'on peut stimuler de l'extérieur est tout ce qui touche aux récompenses. Il est important qu'elles soient variables. Prenons un autre exemple. Si un enfant sait qu'après chaque interro réussi, il va recevoir 5 €. Il est fort probable que l'année suivante, il en demande 10 et puis 15. Si l'on reproduit tout le temps la même chose en termes de motivation extrinsèque, la motivation risque de diminuer. Le même renforcement externe n'a plus d'effet s'il est toujours identique et que ce soit toujours les mêmes qui soient octroyés. Pour varier, on peut féliciter l'enfant, on peut lui offrir une place de cinéma. L'acteur doit évidemment renforcer, donner des signes positifs, mais pas toujours les mêmes et pas avec une forme de paiement automatique. C'est ce que l'on appelle la pédagogie bancaire. Ce sont des enfants qui attendent à être payés pour réussir. En réalité, l'enfant doit comprendre qu'il travaille pour lui. Il faut qu'il comprenne que c'est son niveau d'apprentissage qui est important. Il ne travaille pas pour ses parents, il ne travaille pas pour l'extérieur, il travaille pour lui-même. Il doit donc aller vers la motivation la plus intrinsèque possible. Cela ne doit pas être une contrainte liée aux parents ou aux éducateurs. Passons maintenant au principe d'individualisation. Les démarches sont propres à l'individu puisque la motivation est individuelle. Chacun avance, bien sûr, à son rythme. Chacun a ses propres stratégies d'apprentissage. Par exemple, pour étudier un cours, certains auront besoin de calme pour être concentrés, et d'autres vont écouter en même temps de la musique. On a tous nos propres méthodes de mémorisation, d'apprentissage. Elles peuvent parfois être partagées, mais pas nécessairement. On a besoin, à un certain moment, d'avoir des explications personnalisées, qui sont propres à ce que l'on rencontre comme type de question. Il est impossible d'individualiser tout le temps et pour tout le monde. Mais il faut essayer d'individualiser. Il existe par exemple plusieurs manières d'individualiser un parcours. Dans le cas des études en psycho et en sciences de l'éducation, vous allez tous obtenir le même diplôme, bien que le parcours que vous aurez suivi puisse être différent. Par exemple, pour un élève bien avancé dans le travail, on pourra lui donner des exercices de dépassement. Pour celui qui a besoin d'être aidé, on donnera des exercices de remédiation. Et pour celui qui suit normalement, il effectue les exercices prévus par l'enseignant.
Selon le niveau, le type d'exercice peut donc être variable. On peut également individualiser le feedback, le retour d'informations sur le travail qui a été réalisé à chaque élève en expliquant ce qui n'a pas été. La phase d'individualisation dépend du rythme particulier de chacun. Découvrons maintenant ensemble les différences qui existent entre les notions de constructivisme, socio-constructivisme et connectivisme. Il apparaît un conflit socio-cognitif grâce aux interactions sociales. Ce que l'on apprend est pour vivre dans un monde avec d'autres individus. On peut avoir envie d'apprendre ce que d'autres ont développé, ou bien parce qu'on a envie d'être en face avec le monde qui nous entoure. Prenons un exemple. Lorsqu'on va au cinéma tout seul et qu'on n'a personne pour discuter du film qu'on vient de voir, cela a moins d'intérêt que de pouvoir en parler à quelqu'un. Le sens de faire quelque chose en termes d'apprentissage, c'est de le faire avec les autres et dans un monde qui doit nous permettre d'en discuter. Le conflit socio-cognitif correspond au fait que lorsque l'on discute avec les autres, on ne soit pas toujours d'accord. Et que si l'on n'est pas d'accord, il est important de s'expliquer ce sur quoi on est d'accord et ce sur quoi on n'est pas d'accord. Cela veut dire que ce conflit est lié à ce que l'on a compris et à ce que l'on apprend, mais en lien avec les autres. Il existe 3 grandes tendances par rapport au conflit socio-cognitif. Le constructivisme, le socio-constructivisme et le connectivisme. Dans le constructivisme, on se construit ses propres savoirs. C'est une phase active dans l'appropriation des savoirs. Au contact de l'environnement, on va apprendre. Par exemple, pour un enfant qui souhaite dénombrer, il faut donner du matériel à manipuler, qu'il puisse compter, qu'il puisse toucher le nombre de billes, le nombre de personnages, qu'il puisse les tenir et compter. De cette façon, il va au contact du monde et, de façon très concrète, va se construire la représentation d'un nombre qui correspond au nombre de figurines de billes. C'est la personne au contact du monde qui se construit une représentation du monde. Dans le socio-constructivisme, on construit sa représentation du monde, mais en lien, en opposition ou en complémentarité avec celle des autres. Dans l'exemple précédent, nous pouvons ajouter un deuxième enfant, avec qui il pourra confronter sa manière de faire. L'interaction sociale est là pour aider à mieux comprendre la notion qui doit être acquise. On est donc dans l'échange, dans le renforcement mutuel, dans la coopération. Au niveau du collectivisme, on se situe dans la version moderne du partage de savoir, c'est-à-dire que l'on peut échanger, mais on peut aussi échanger avec des gens qui ne sont pas nécessairement présents. Certains sont en ligne, d'autres peuvent être contactés par mail, etc. Notre connaissance des choses n'est plus nécessairement intégrée à notre mémoire. Nous avons des mémoires externes. Notre téléphone, par exemple, est une mémoire externe dans laquelle on stocke des informations que l'on ne doit plus retenir. Notre mémoire externe nous permet de retenir moins de choses, mais que l'on va mieux savoir aller chercher ces informations et pouvoir développer d'autres compétences. Dans le constructivisme piagien, on construit son propre savoir en lien avec le monde. L'acquisition est une construction qui n'est pas imposée, que l'on se construit lorsque nous faisons une expérience. Vous construisez votre représentation du monde au travers de votre expérience, d'où une pédagogie de la découverte que Piaget a sollicitée majoritairement. D'après Piaget, le développement précède l'apprentissage. On ne peut apprendre quelque chose d'un certain niveau si on n'a pas atteint un stade préalable. D'après lui, il existe 4 stades. Le premier est le stade perspective moteur. On touche, on perçoit, et avec nos sens, on découvre le monde. C'est par exemple le bébé qui regarde, qui voit la lumière, qui voit les objets, qui reconnaît les personnes, qui prend en main. Ensuite, le deuxième stade est celui des opérations plus concrètes. On va manipuler les objets, mais avec une forme de conscience que ce sont bien des objets. Ensuite, il y aura un troisième stade,
celui des représentations symboliques. On va écrire, chiffrer, mettre des symboles. Et enfin, il y a le stade des opérations, le stade hypothético-déductif, qui correspond à de l'abstraction. Pour Piaget, tout petit, on est dans le stade des perspectives moteurs. Vers 8-10 ans, on est plutôt au stade des opérations symboliques. Et à 12 ans, on acquiert la capacité d'abstraction. Tous les apprentissages se font selon cette gradation. Il existe des auteurs qui ont mis cette théorie en question et qui ont montré que cette gradation était partiellement vraie. La logique est correcte, mais pas pour tous les contenus, ni pour toutes les stratégies, ni pour tous les apprentissages. Un enfant, même très jeune, peut être capable d'une forme d'abstraction. Prenons un exemple. Un enfant de 5 ans écrit son prénom avec des lettres. Il utilise quelque chose de l'ordre du symbolique, de l'abstrait. Il n'est pourtant pas au stade prévu par Piaget. Ces auteurs ont mis en avant que Piaget avait sans doute raison, mais que selon les domaines, ça ne se manifestait pas au même moment dans la vie. Ce n'est pas lié à l'âge, mais à un effet de nouveauté et de moment d'apparition à un certain âge. Pour Piaget, il existe deux notions importantes, la notion d'assimilation et la notion d'accommodation. Dans un premier temps, on assimile, ce qui veut dire que l'on essaye de comprendre le monde tel qu'il est. Cela veut dire que l'on fait des raccourcis et que l'on met des choses dans des cases avec des étiquettes, que l'on pourra ensuite dissocier. Dans cet exemple, on place sous la rubrique chevaux le cheval, les poneys et l'âne, car dans un premier temps, on voit le monde plus globalement. Au fur et à mesure, on va aller dans la spécificité, ce qu'on appelle l'accommodation. On va essayer d'adapter notre compréhension des choses par le besoin de plus de précision, par le besoin d'être plus créatif, pour avoir des solutions nouvelles. Une manière d'accommoder est de dissocier des éléments d'un ensemble plus grand. Selon Vygotsky, l'acquisition est une appropriation sociale. On apprend parce que l'on découvre soi-même et grâce aux autres. Vygotsky élargit la notion de Piaget. Mais pour lui, on n'apprend pas tout seul, on apprend aussi grâce aux autres. Le fait de voir les autres, d'être avec les autres, cela stimule les individus à apprendre. Contrairement au modèle de Piaget, la construction nécessite la communication. C'est une appropriation sociale. On se parle de ce que l'on est occupé à apprendre et on développe le langage. Chez Piaget, le langage n'est pas une nécessité. Chez Vygotsky, c'est une manière supplémentaire de favoriser l'apprentissage et de l'ancrer. Lorsque vous devez expliquer quelque chose, le langage va être une manière de vous approprier encore mieux l'apprentissage et de mieux le faire approprier aux autres. Selon Vygotsky, c'est l'apprentissage qui pilote le développement. Cela veut dire que lui ne croit pas à ce stade de développement prévu par Piaget. Mais pour lui, l'apprentissage est plus important que de dire qu'il existe des moments précis pour le réaliser. Avec le socio-constructivisme, on développe une pédagogie de la médiation. L'enseignant est là pour aider l'enfant, pour l'aider à communiquer sur ce qu'il comprend, pour communiquer avec les autres. Il y a une forme de socialisation. Rappelons-nous du principe de zone proximale de développement. La zone rouge correspond à ce que l'on peut faire sans aide. La zone grise correspond à ce que l'on peut faire avec de l'aide. Et la zone bleue correspond à ce que l'on ne peut pas faire même si l'on reçoit de l'aide. Si l'on est seul, on reste dans la zone rouge, la zone de confort. Si l'on veut apprendre plus, grâce aux autres, avec de l'aide, on va sortir de cette zone rouge et apprendre ce qui s'y situe dans cette zone grise. On va développer plus de compétences, acquérir plus de savoir, mais avec une limite, celle de la zone bleue, où l'apprentissage ne peut pas se réaliser, même avec de l'aide. Selon Mérieux,
Cela se manifeste de différentes manières. Le monde extérieur va s'adresser à nous et, dans un premier temps, ce qui va se passer, c'est la récussion totale. On va dire, c'est différent de moi, c'est différent de ma compréhension, je ne suis pas d'accord avec ça. L'autre attitude est de se dire, je ne suis pas sûr de moi, je ne suis pas sûr de ce que j'ai compris, et donc je vais adopter le point de vue de l'autre. Donc, soit on refuse, soit on accepte totalement. Ensuite, on va être capable de se dire que pour certaines choses, c'est moi qui ai raison et que pour d'autres, c'est l'autre. Ce sera une adoption alternée. Et puis, au travers de l'interaction, au travers de la discussion, on va affiner ce que l'on sait, soit intégrer ce que l'autre nous explique. Petit à petit, on devient de plus en plus critique grâce à l'interaction avec l'autre. Si l'on interagit bien, on comprendra bien, on pourra intégrer le point de vue de l'autre. Brunner est un successeur de Vygotsky dans sa réflexion. Ce qu'il met en avant, c'est cette idée que l'enseignant doit être un médiateur, qu'il doit adopter un dispositif d'étayage. Pour arriver à atteindre un niveau supérieur de la connaissance, il faut être aidé, et pour cela, on a besoin d'étayage. L'étayage correspond au fait de recevoir de l'aide pour la construction des apprentissages. Un peu comme lorsque l'on construit une maison, au départ, nous avons besoin d'échafaudage, de poutres pour soutenir la maison. Quand ceux-ci ne sont plus nécessaires, on peut les enlever. Donc, dans un premier temps, il faut avoir de l'aide pour pouvoir avancer dans une forme d'évolution de la connaissance. Pour faciliter l'étayage, 6 éléments peuvent intervenir. Le premier est l'enrôlement dans la tâche. Il faut se sentir impliqué dans ce que l'on fait. Si on se sent impliqué dans la tâche, on sera motivé et cela favorisera l'apprentissage. La réduction du degré de liberté ne veut pas dire qu'on ne donne moins de liberté. Cela signifie qu'on ne laisse pas toutes les portes ouvertes. Si un élève s'éloigne trop du sujet, on va réduire la zone dans laquelle il doit chercher pour lui faire gagner du temps. On doit lui donner des indices pour que ce soit plus simple en termes d'apprentissage. Sinon, si on laisse chacun partir dans toutes les directions, il y a un moment où on ne va pas rattraper le chemin et où l'objectif ne pourra être atteint. On donnera donc des consignes pour atteindre cet objectif. Cela correspond à un maintien de l'orientation. La signalisation des caractéristiques déterminantes consiste à insister sur les critères de ce que l'on recherche. Par exemple, tu dois chercher un animal de grande taille et qui vit en Asie. On donne les lignes directrices pour que chacun soit bien conscient de l'objectif. Le contrôle de la frustration, lorsque l'élève est occupé à apprendre et qu'il ne trouve pas la solution, il pourrait abandonner par frustration. Il faut l'aider en l'encourageant et en lui donnant des indices. La démonstration est le fait que l'enseignant va montrer comment faire. Il va, par exemple, montrer une vidéo et l'élève verra, grâce à l'exemple, ce vers quoi il doit tendre et comment il doit se développer. La période dans laquelle nous nous situons actuellement est une ère numérique. Et nous nous trouvons dans le modèle connectiviste, une version moderne du partage de savoir, c'est-à-dire que l'on peut échanger notre connaissance des choses. Ces connaissances ne sont plus nécessairement intégrées à notre mémoire. Nos mémoires externes nous permettent de retenir moins de choses et de pouvoir développer d'autres compétences. C'est l'idée de créer des communautés d'apprentissage. Les réseaux sociaux et les réseaux professionnels dépassent les réseaux habituels entre êtres humains qui se rencontrent tous les jours. Grâce au téléphone, aujourd'hui, on peut contacter des gens plus lointainement et on peut le faire tout le temps. Cela ne va pas cesser de se développer et le monde dans lequel vous allez devoir développer la connaissance sera lié à ce phénomène de réseau. La connaissance est accessible et les contacts avec d'autres sont disponibles tout le temps, en tout lieu et à toute heure. Comment, en termes d'apprentissage, exploite-t-on cela? Pour les collectivistes,
il y a toute une série de nouveaux principes en termes d'apprentissage qui doivent être mis en avant. Échange, partage, mise en relation, multiplication des ressources. En ce qui concerne la multiplication des ressources, elle pose évidemment la question de la fiabilité des sources. On a des ressources humaines, mais aujourd'hui, on a également des ressources numériques. Pour identifier ces besoins, il est plus important de savoir comment on peut accéder à l'information et de ce que l'on a besoin comme information que de définir tout ce que l'on sait. Il est important de créer et d'entretenir les réseaux, des réseaux professionnels numériques pour activer les ressources, pour créer des connexions, pour actualiser ses savoirs, pour confronter ses savoirs et pour être capable de prendre les bonnes décisions. Terminerons cette vidéo par le concept de l'autonomie. Même si l'on a besoin des autres pour apprendre, à un moment donné, celui qui vous aide à apprendre vous laissera autonome pour mettre en pratique vos savoirs et devenir un acteur du monde. Pour devenir plus autonome, il faut désétayer petit à petit. On doit donner de moins en moins d'aide, de moins en moins d'indices pour que la personne puisse se débrouiller avec tout ce qu'elle a appris. Il faut ouvrir les degrés de liberté pour désétayer. On passe du proactif au réactif. Le proactif correspond à l'enseignant qui anticipe tout pour les étudiants. Il planifie les étapes et produit toutes les séquences, tous les plannings, toutes les tâches qui doivent être réalisées. Dès qu'il y a une difficulté, il va, entre guillemets, donner la main à l'étudiant. Il va être donc dans une posture réactive. Alors, dans un premier temps, on anticipe, et puis on anticipe de moins en moins, et on laisse la main à celui qui apprend. Par rapport au schéma vu précédemment, on opère donc un retour à la liberté.